Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retour dans ce journal sur l'actualité de la nouvelle saisie de cartouches de guerre à Lomé. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'un complot de déstabilisation contre l'État béninois. Vous entendrez Issaka Lafia dans un instant. Y a-t-il, oui ou non, violation du code électoral dans la désignation des 2 personnalités représentant le Parlement au Conseil électoral? James William Baguidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, clarifie. Et puis, bonification du climat des affaires au Bénin par l'accès à des facilités foncières. Opérateurs économiques et experts judiciaires en ont pris connaissance à l'afterwork de l'ANDF. À suivre les précisions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre de l'Intérieur est ferme. Il y a bel et bien eu un complot de déstabilisation contre l'État béninois. La nouvelle saisie de cartouches de guerre à Lomé qui a suivi celle du 30 avril dernier au Bénin le conforte dans sa logique. Issaka Lafia a fait une déclaration hier à ce propos. La police républicaine a, au détour d'un accident mortel de la circulation survenu vers 5 heures du matin, à hauteur du village Agbon, arrondissement d'Atokoligbe, commune de Banté, mis la main sur une grosse cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 mm. Tous les recoupements faits indiquent que la dite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d'Akwasi, dans la même commune. Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces tenants et aboutissants. C'est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1 heure du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver 2 cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulés sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos 2 pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine, achève de convaincre du sérieux des informations faisant état de plans de perturbation de la quiétude nationale,
de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées chasseurs, auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savet, Bantais et Chaourou dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et puis une question dans ce journal, y a-t-il oui ou non violation de la loi électorale dans la désignation par le Parlement de ces deux personnalités devant siéger au Conseil électoral, notamment au sujet de M. Abou Boukari Adam Souley, qui était déjà membre de la Sénat finissante. James William Baguidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, clarifie. Dire sans embâche qu'il ne s'agit aucunement d'une violation du code électoral, ni même de l'actuel code, le nouveau, c'est celui qui est en vigueur depuis 2019, encore moins du code électoral antérieur, parce qu'il s'agit bien du Conseil électoral cette fois-ci. Le Conseil électoral qui est l'une des composantes de la nouvelle mouture de la Commission électorale nationale autonome. Et donc, en désignant M. Adam Souley Boukari pour siéger au sein de ce conseil électoral, les députés n'ont pas violé le code électoral et on a en présence deux institutions fondamentalement différentes. Le conseil électoral est un organe qui fait partie de la nouvelle commission électorale nationale autonome, je dirais la future commission électorale nationale autonome. Et ce conseil électoral a vocation à exercer certaines fonctions qui sont beaucoup plus politiques au sein de cette institution. Si vous avez bonne mémoire, il a commencé à siéger au sein de la Sénat en 2018 en remplacement du professeur Bossou de regrettée mémoire. Il n'a donc pas effectué en soi un mandat entier, complet au niveau de la commission électorale nationale autonome. Et donc, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'une violation de cette disposition de la loi. En plus de cela, je peux ajouter que les deux institutions sont tellement différentes que la Sénat, en train de finir sa mandature actuelle, a eu 7 ans d'existence, alors que la prochaine Sénat, le Conseil électoral, aura une durée d'existence de 5 ans. Le Bénin valorise ses efforts en matière de climat des affaires. Parmi les chantiers sensibles, il y a les questions de sécurité et de facilité foncière. Suivant à ce sujet les éclairages de l'afterwork dédié aux réformes de l'ANDF. Blaise Adampo et Louis Koudoubo. Autorités communales, notaires, opérateurs économiques, investisseurs, il y a du beau monde à ce rendez-vous d'échange et d'information. Le sujet de cette soirée porte sur les réformes du foncier, avec un accent particulier sur le transfert de propriété du titre foncier. Le développement du thème est confié aux spécialistes, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait le choix de moderniser le dispositif de gestion foncière et domaniale dans notre pays. Et ceci passe par la dématérialisation, entre autres, du cadre de gestion foncière et domaniale. Désormais, les données sont mieux sécurisées. C'est pour cela que plusieurs plateformes numériques sont mises en place. Il y a la plateforme ITER qui a été mise en place au sein de l'ANDF pour dématérialiser toutes les procédures que nous appliquons à l'interne. Et puis, il y a une plateforme iNotaire qui a été mise en place pour interagir avec la Chambre des notaires du Bénin. La présence des maires témoigne de l'importance du sujet. S'il n'y avait pas eu de telles initiatives, on se demande si un jour on n'allait même pas fuir à cause des problèmes de Manu. Transférer une propriété au Bénin, désormais, c'est une chose aisée. En 3 jours, les statistiques sont publiées, je crois, sur le site web de l'ANDF. Chaque semaine, vous pouviez voir le nombre de transferts de propriété opérés.
La tâche revient maintenant aux différents acteurs de la chaîne du foncier. Ils pourront compter sur l'appui de l'ANDF pour couvrir leurs prestations en matière foncière. Le budget de gestion 2022 du ministère de l'Énergie est en cours d'élaboration. La capacité énergétique du Bénin étant un facteur attractif pour les investisseurs, des efforts budgétaires conséquents sont nécessaires. Et pour l'année 2022, le document de programmation sera la boussole des différents investissements publics. Le Naïk Aguazaou et Benjamin Ninayo. Des initiales de 9 intervenants à l'écran. En face, 2 hauts responsables du ministère de l'Énergie. Covid oblige, les interlocuteurs échangent par visioconférence. Cette réunion virtuelle est dénommée « Conférence de performance » et se déroule dans le cadre du lancement du processus d'élaboration du budget gestion 2022 du ministère. C'est une activité au cours de laquelle l'on procède à la circonscription ou délimitation de la performance en vue l'année N+1. Après avoir essayé donc d'estimer le profil budgétaire du ministère à l'atterrissage l'année N. La programmation et l'exécution du budget 2022 de notre ministère se feront suivant la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État par programme pluriannuel. Les défis à relever sont donc très grands en termes de rigueur dans la planification, afin que les ressources à accorder à notre département ministériel par le ministère de l'Économie et des Finances puissent permettre de réaliser les objectifs que nous a assignés le président de la République, M. Patrice Talon. L'énergie occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. En témoigne la construction d'importantes infrastructures afin de garantir un système d'alimentation stable et durable. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'énergie a été un secteur prioritaire pour le gouvernement sur les 5 dernières années. Et cette priorité va s'accroître certainement avec le second quinquennat renouvelé au chef de l'État. Et les défis sont toujours là. Le présent exercice va concourir à l'élaboration d'un budget inclusif qui va tenir compte des programmes et projets prioritaires du secteur, avec en ligne de mire l'autonomie énergétique du Bénin. Au port autonome de Cotonou, une association est née pour fédérer les actions des releveurs. Les agents des différentes sociétés de relevage agréées y sont impliqués pour désigner le bureau exécutif. Marcel Arrossi et Rodrigue Bondoumé étaient à l'ouverture de ces assises. Tout pays que Dieu a gratifié d'une façade maritime est un pays béni. Ils disent être impactés par les réformes comme les autres maillons de la chaîne portuaire. L'amélioration des conditions de vie des tâcherons est désormais au cœur des préoccupations des autorités du secteur de relevage. L'heure est donc venue de montrer aux autorités portuaires et à nos partenaires notre importance à travers notre organisation pour la défense des causes de notre secteur et surtout afficher notre adhésion aux réformes salvatrices impulsées par notre commune maison. Cette assemblée générale pourrait avoir le mérite d'enclencher la bonne organisation de ce secteur dont les services sont presque indispensables au bon fonctionnement du port autonome de Cotonou. Il faut qu'on sache qu'aucun secteur d'activité dans cette vie ne réussit s'il n'est bien organisé. Chacun doit s'y impliquer manifestement. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre, saluer le travail qui a battu jusqu'à présent pour l'organisation de ces assises et souhaiter que les travaux se déroulent dans la convivialité. Nous osons croire que le bureau qui naîtra ne cherchera en aucun moment les voies et moyens pour briser les intérêts des ouvriers de relevage. Le bureau est déjà né, avec à la tête des 9 membres, Balthazar Didogbe, élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Merci beaucoup.
Et puis les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2021 sont désormais fixés. Ils vont plancher en éducation physique et sportive, en saut en hauteur et lancer de balles. Pour l'éducation artistique, ils seront soumis à l'épreuve de couture. Le tirage au sort s'est déroulé ce vendredi à Porto Novo en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires, Brice Humbo et Firmin Bassao. C'est sous des applaudissements nourris des candidats et des responsables de l'éducation présents que l'épreuve de couture et celle du saut en hauteur et du lancer de balles ont été tirées. Tirage au sort effectué par 2 apprenants choisis au hasard, dont une fille et un garçon. En réalité, ça ne doit pas vous faire peur parce que vous devriez déjà préparer pour ça. Cependant, et ceci s'adresse à nos collaborateurs que sont les enseignantes et les enseignants, il y a encore 1 mois, comme je l'ai dit tantôt, pour parfaire les insuffisances en la matière. Donc je vous invite, apprenants et enseignants, candidats surtout, à utiliser ces jours pour peaufiner vos compétences en couture. Je retiens également qu'en éducation physique et sportive, vous avez tiré pour cette session 2021 le saut en hauteur et le lancer de balles. C'est un exercice qui requiert certains mouvements, qui demande la mise en œuvre de certains critères. Là également, j'invite nos collaborateurs que sont les enseignants à préparer encore pendant les quelques jours qui restent là nos candidats afin que cette année, nous puissions améliorer nos résultats. L'examen du CEP 2021 intervient une fois encore cette année dans un contexte de crise sanitaire. Le ministre appelle tous les acteurs de l'éducation à l'observance des gestes barrières. Le CEP 2021 aura lieu le 7 juin prochain. Et pour bien les préparer aux différentes épreuves, le maire de Cotonou a lancé une série de travaux dirigés au profit des candidats au CEG Sainte-Rita de Cotonou. Avec ses collaborateurs et le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Luc Antropo, était au chevet des candidats. Nous avons lancé ce matin les travaux dirigés ici au CEG Sainte-Rita. De Boycon à Cotonou, l'engagement social de Luc Antropo reste le même. En cette veille des examens scolaires, le maire de la ville vitrine du Bénin lance l'organisation des travaux dirigés au profit des élèves candidats avec un saut spécial, la gratuité. Le CEG Sainte-Rita est l'un des 25 sites retenus pour abriter ces travaux dirigés. L'équipe d'organisation a pris contact avec M. le maire, lui a posé le problème des TD qu'il avait l'habitude d'organiser à Boycon. Il n'a pas hésité à accepter. Ils ont commencé à préparer les TD et je pense que c'est l'aboutissement en ce jour-ci. Il y a non seulement les écoles publiques mais aussi les écoles privées, sans oublier l'école des sourds, muets. C'est la manière pour la mairie d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous savez, les parents d'élèves font beaucoup. Toute l'année, les parents sont aux côtés des élèves, des candidats. Les enseignants font beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à un moment où l'État s'implique beaucoup dans l'éducation par les investissements qui se font. Les collectivités territoriales, les communes ne peuvent pas être en marge. La relève de qualité de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Il faut que nous soyons à leur côté, que nous leur disons qu'ils ne sont pas seuls. Et nous avons eu le temps de le leur dire. Luc Setondi Antropo entend réédicter cette action chaque année tout au long de son mandat. Il a également promis aux candidats que les meilleurs aux examens seront primés. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous réfléchit au financement du secteur, surtout en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Un atelier a eu lieu à cet effet et s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation célébrée du 26 au 30 avril. Robert Copin-Edor et Alexis Seguemo. Le financement de l'éducation, une préoccupation au cœur des échanges ici. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous débat du sujet avec les partenaires techniques, l'État et la Fédération des associations des parents d'élèves. Ils font ensemble le point du financement du secteur
ces 5 dernières années par l'État et la part contributive des parents d'élèves. Il plaide aussi pour plus de mobilisation de ressources financières au profit du système éducatif. Entre autres recommandations, nous énumérerons 1. Augmenter le financement public de l'éducation à 20% des dépenses publiques. 2. Augmenter leur assiette fiscale afin d'accroître les ressources en s'efforçant d'atteindre un ratio impôt-PIB minimum de 20%. Garantir des systèmes éducatifs inclusifs grâce à un financement équitable et à des programmes qui donnent la priorité aux plus marginalisés. De son côté, le gouvernement rassure de sa disponibilité à prendre en compte ces recommandations. Au nom des ministres en charge de l'éducation et au nom du gouvernement, je m'engage à examiner les recommandations qui seront formulées à cette occasion par la société civile en vue de les prendre en compte dans le processus de réforme du système éducatif enclenché par le gouvernement du président Patrice Talon. Je me réjouis de rappeler à cette tribune que le gouvernement du Bénin fait l'effort de respecter le seuil mondial d'allocation du budget de l'éducation par rapport au budget général de l'État, parfois plus de 25% du budget général de l'État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Le thème de cette édition, plus et mieux financer l'éducation, 1 milliard de voix. Intéressons-nous maintenant à ce phénomène climatique devenu régulier depuis quelques années. Il s'agit des dérèglements de saison qui s'expliquent par des pluies précoces ou tardives. Le sujet a préoccupé une équipe de la rédaction qui s'est rapprochée des spécialistes de la question. Voici le reportage de Jean-Claude James, Bénédicte Possou et Alexis Segbemo. À une période bien indiquée de l'année, c'est un phénomène naturel qui s'observe. Des gouttes d'eau qui tombent des nuages vers le sol. C'est la pluie. Cette année au Bénin, elle a démarré plus tôt que prévu par l'Agence nationale de la météorologie. Elle est précoce. Dans la normale, c'est-à-dire la période de référence que nous avons définie comme étant la date de démarrage dans la zone sud de notre pays, c'est entre le 28 mars et le 4 avril. Mais vous allez constater que cette année, la pluie a bien démarré avant cette période. Seulement que nous avons enregistré beaucoup de pauses pluviométriques qui ont duré dans le temps. Il s'agit des séquences sèches, un autre paramètre qui offre parfois des avantages aux acteurs du monde agricole. En début de saison, nous avons prévu que nous allons assister à des séquences sèches qui seront longues. Et c'est ça que nous constatons pendant ces derniers moments. À la fin de la saison, c'est une bonne nouvelle pour les paysans. Nous allons assister à des séquences sèches qui seront plus ou moins courtes. Ça favorise bien le développement des cultures. Alors, le dernier paramètre agrométéorologique que nous déterminons, c'est la date de fin. Cette année, pour ce qui concerne la zone sud de notre pays, la date de fin, c'est vers la dernière décade du mois de juillet. En ce qui concerne la quantité de pluie qu'on aura enregistrée au cours de cette année, cette quantité sera un peu moindre par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer en début de saison. Mais vers la fin, c'est-à-dire vers le mois de juillet, cette quantité va excéder un peu ce qu'on a l'habitude d'observer dans le temps. Dans le nord du Bénin, une région caractérisée par une seule saison pluvieuse, le constat sera le même, à quelques différences près, selon l'ingénieur. Les changements climatiques sont pointés du doigt. Depuis un moment, vous allez constater que les paysans ont du mal à déterminer avec exactitude les dates de démarrage des saisons. Alors, Météo Bénin a réfléchi avec les pays de la sous-région en mettant en place les prévisions saisonnières afin de permettre aux paysans de savoir quand est-ce que la saison a réellement démarré. À côté de ce travail scientifique, il existe d'autres réalités dont seuls les gardiens de la tradition détiennent le secret. Quand nous notons un retard durant la saison pluvieuse, nous interrogeons le Fa. Nous faisons des sacrifices pour qu'il pleuve.
sans causer de dégâts. Précoce ou tardive, la pluie reste un allié indispensable pour tout pays qui mise sur la production agricole. De fait, en une, il s'agit de la célébration de la fête du travail et de la journée de la liberté de la presse au sein de l'ORTB. Les événements ont été marqués par l'organisation d'un match de gala qui a réuni le personnel de l'office. Occasion pour relancer les activités de Nagra FC. Retour sur les temps forts de ce match avec Robert Copin-Edor et Junis Setondi. Match de gala entre personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. C'est le canal choisi par ces professionnels des médias pour célébrer la fête du travail et la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour lancer les hostilités, c'est le directeur général de l'ORTB, Jean-Philippe Eric Abraham, qui prend le devant. C'est parti pour un bon moment de spectacle footballistique. Sur le rectangle vert, ces férus du Curon ont démontré leur savoir-faire. Cette occasion a permis aux joueurs de Nagra FC de se retrouver et de renouer avec les activités entre-temps impactées par la Covid-19. Au fait, c'est sur les signes de retrouvailles. Parce que vous savez, depuis Covid, nous n'avons plus le temps de nous retrouver. Nagra est resté pratiquement en hibernation comme toutes les équipes sportives. Donc, on a profité de la fête du 1er mai et également de la journée internationale de la presse pour combiner les deux événements ensemble. Cette soirée nous permet de revoir un peu les forces en place au sein de l'office. Et à partir de ce match, de ce petit tournoi, on va voir ce qui peut porter haut les étendards de l'office pour les prochaines séances sportives entre institutions de la place. Donc c'est le début des activités de Nagra Foot. Au finish, c'est l'ORTB qui gagne. La rentrée sportive de Nagra FC démarre déjà sur les chapeaux de roue. Et pour finir, les nouvelles au-delà de nos frontières nous emmènent à Madagascar, en France et en Israël. C'est une compilation signée Jérôme Humbo. Madagascar reçoit 250 000 premières doses du vaccin Covishield, version indienne du vaccin d'AstraZeneca, dans le cadre du programme COVAX. Le gouvernement malgache a dans un premier temps refusé le vaccin, s'appuyant sur les vertus anti-Covid de la tisane à base d'artémisia. Mais confronté à une deuxième vague submergeant les hôpitaux, il est revenu sur sa décision. Comme vous le savez, aujourd'hui est un jour important pour l'Organisation mondiale de la santé, puisque nous avons reçu 250 000 doses de vaccins ici à Madagascar et nous allons pouvoir commencer la campagne de vaccination. Nous sommes satisfaits, nous sommes heureux. Et je rappelle encore une fois que le mécanisme COVAX est un mécanisme qui donne des vaccins gratuits. Et pour nous, à chaque fois qu'on introduit un vaccin dans un pays, pour nous, c'est célébrer la vie, c'est sauver des vies. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Donc le vaccin sera en complémentarité de l'arsenal thérapeutique que nous avons jusque-là. Madagascar a enregistré 9 896 nouveaux cas de coronavirus en un mois, avec 194 décès. En France, le président Emmanuel Macron commémore le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 devant la tombe du soldat inconnu à Paris, où il a longuement échangé avec les hautes autorités de l'armée. En Israël, des fidèles musulmans prient dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem, après une nuit de violence entre police israélienne et manifestants palestiniens. Des heurts ont éclaté quand des Palestiniens ont commencé à lancer des projectiles en direction des policiers israéliens, qui ont répliqué en faisant usage de grenades assourdissantes et en tirant sur des manifestants avec des balles en caoutchouc, a constaté un photographe de l'AFP.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.